Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénatrices et sénateurs, chers collègues, je vais aller tout droit formuler les questions que nous avons pu relever à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, lorsque vous dites, pour ce qui est du prochain décaissement de 132,2 millions en raison de 121 millions que nous allons recevoir en termes de ressources extérieures et 11 millions de dollars de ressources propres. Voudriez-vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous dire un peu avec beaucoup plus de détails, parce que lorsque je lis ici, dans les opérations strictement sanitaires d'importation, dont on va allouer au moins 105 millions, il s'agira de quoi exactement qu'on va importer à l'extérieur du pays. Lorsque vous parlez des interventions sanitaires concernant la réfection et la construction, les cas des hôpitaux, je ne sais pas si le Premier ministre peut nous dire avec beaucoup plus de détails combien de structures sanitaires qui seront concernées par cette réfection. Parce qu'il me semble, comme il a été dit ici par certains collègues qui sont passés avant moi, nos structures hospitalières au niveau des provinces, c'est une catastrophe. Ce n'est pas un secret. Chez moi, à la Tchouapa ou dans tant d'autres provinces, c'est une situation qui est générale. Voudriez-vous nous dire exactement, avec des chiffres à l'appui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment cette question va être réglée? Deuxièmement, j'ai la question, et aussi dans le cadre du plan provincial de riposte qui est prévu, ce plan de riposte va être pris en charge par quelle structure sanitaire chiffrée dans toutes les 26 provinces. Lorsque vous avez levé l'option d'accompagner les personnels soignants, et j'ai suivi ici le collègue Mobutu qui a parlé de ça, mais moi je voulais savoir, Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment se fait la prise en charge des transports de l'ensemble du personnel qui est commis dans la prise en charge des malades qui sont atteints par les Covid. Comment ils quittent chez eux, comment ils arrivent à l'hôpital et comment ils rentrent. Parce que c'est eux qui sont plus en contact avec les personnes qui sont contaminées. Et donc, la prise en charge de leur déplacement devait subir un régime assez particulier. Comment l'équipe de riposte, qui est dirigée par les professeurs Mouyembessi présents, s'en prennent par rapport à cette situation. Et aussi, on en a évoqué, mais j'aimerais quand même savoir, ce personnel soignant, leur prime s'élève à quelle hauteur? Est-ce qu'ils ont tous le même traitement que l'ensemble du personnel de notre système de santé? Ou il y a une certaine motivation, parce qu'ils prennent quand même les risques pour aller à la rescousse de nos compatriotes et de toute la population congolaise? Comment leur traitement, de manière chiffrée, est pris en compte par votre gouvernement? Aussi, vous avez évoqué, je suis très content, sur le plan fiscal, il y a des mesures qui ont été prises, notamment de suspension en termes de prélèvement des impôts, des exonérations. Mais il me semble que l'arrêté qui a été pris par le ministre des Finances ici présent, pour ce qui est de l'exonération des impôts à l'importation pour tout ce qui vient comme produit pharmaceutique, la DGDA, sauf erreur de ma part, n'applique pas cet arrêté, au motif qu'elle n'a pas été notifiée par le ministre des Finances. Voudriez-vous nous dire si réellement cet arrêté qui a été pris par le ministre des Finances ici présent subit une exécution au niveau de nos services de douane, et que le Premier ministre puisse nous dire de manière chiffrée, parce que vous nous avez dit qu'il y aura la récession, il y aura l'aménagement des recettes, toutes ces mesures fiscales et parafiscales qui ont été prises par votre gouvernement pour amortir un peu le choc lié à ces crises, de manière chiffrée, quel est l'impact de toutes ces mesures fiscales et parafiscales en termes d'avantages, va avoir une répercussion sur le budget de l'État. On va chiffrer. Cette exonération, ça représente quoi par rapport au budget que nous avons voté, que nous nous sommes préparés pour le collectif budgétaire qui va arriver parce qu'il y aura la récession. Monsieur le Premier ministre, quand je lis votre programme devant l'Assemblée nationale, avant votre investiture, vous avez évoqué un certain nombre de piliers. Et parmi les piliers essentiels, notamment le pilier numéro 11 et le pilier numéro 12, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population que vous avez articulé sur le volet de l'éducation. Et des deux, c'est l'accès à l'eau et à l'électricité. L'ordonnance du chef de l'État du 24 mars, donc l'ordonnance essentiellement 020/014 du 24 mars 2020, qui avait institué l'état d'urgence, dans son article 5.3, il est dit clairement ce qui suit, je peux faire le lire, il est instruit, ça c'est le chef de l'État qui dit,
Le gouvernement est instruit de trouver les moyens de ravitailler les agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Point de citation. Ce qui est l'un des volets de votre programme, Monsieur le Premier ministre. Voudriez-vous nous dire, à part les quelques citernes d'eau de la régie des eaux que nous avons vues dans les rues de Kinshasa, soi-disant desservir la population de l'eau, combien de ménages ont-ils bénéficié pendant cette période de Covid de l'accès à l'eau et à l'électricité? Parce qu'il me semble une catastrophe un peu, je ne parle pas que de la vie de Kinshasa, mais c'est une situation qui est assez générale. Puisque c'est un point qui vous tient à cœur, Excellence, Monsieur le Premier ministre, un des volets de votre programme du gouvernement, dites-nous de manière chiffrée combien de ménages ont pu avoir accès à l'eau et à l'électricité. Ensuite, vous avez parlé de volet éducation, mais quand vous avez évoqué, je vous ai suivi religieusement, nulle part vous avez parlé de la question de l'éducation. Depuis que le Covid est arrivé, nos enfants ne vont plus à l'école. Les collègues l'ont dit ici. Mais au-delà de ne pas aller à l'école, ils n'ont pas accès à l'enseignement. Pendant que dans d'autres États, sous d'autres cieux, les enfants continuent à suivre les cours, les enfants continuent à être enseignés pendant que nos enfants sont à l'école. Monsieur le Premier ministre, l'après-Covid va intervenir certainement un jour. Quelles sont les politiques publiques que votre gouvernement a pu mettre en place pour que l'état d'urgence que nous subissons aujourd'hui n'est pas la première, moins encore la dernière. Mais dans le futur, si jamais nous tombons dans ce genre de situation, comment nos écoles, que ce soit l'école primaire, l'école secondaire, l'université, pourra continuer à fonctionner comme le fait les autres nations modernes à ce jour? Enfin, vous avez parlé, et ça je vous en félicite, nous sommes dans une situation, je dirais, synalagmatique, où votre gouvernement est très fier que le taux de mortalité est passé de 10 à 11%. Nous allons l'avoir réduit, ce qui est une bonne chose. Mais de l'autre côté, il y a un accroissement du taux de contamination. Comment votre gouvernement compte concilier cette diminution sensible du taux de mortalité avec le taux d'augmentation de contamination? Parce que ce que nous voyons, notamment à l'accès à la Gombe, du moins la zone qui est confinée, ce qui est fait, c'est le prélèvement de la température. Je l'ai dit sous le contrôle du professeur Mouyembe ici, qu'entre le moment où vous êtes contaminé et au moment où les symptômes commencent à se manifester, il peut se passer 15 jours ou 2 semaines. Ça veut dire que la personne qui passe la barrière, qu'on prélève la température, nécessairement, on ne sait pas s'il est contaminé ou il n'est pas contaminé. Aucune mesure de dépistage intense qui est organisée pour qu'on soit sûr et certain des chiffres que nous avançons, que ce soit par les communiqués journaliers de l'équipe de riposte. Comment comptez-vous concilier la diminution du taux de mortalité et l'augmentation des cas de contamination dans notre pays? Et je vais finir pour le volet économique. Nous avons suivi avec intérêt tous les efforts du gouvernement, ce qui est une bonne chose que nous encourageons. Mais vous êtes sans ignorer que notre économie, elle est trop extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Rien que les masques ici, il faut que ça vienne de l'extérieur. Quelles sont les politiques publiques que votre gouvernement, son Excellence le Premier ministre, que vous avez envisagé à mettre sur pied pour que si jamais sur l'économie du pays se retrouve dans une situation où toutes les frontières sont fermées, comment nous allons survivre au Congo, pas forcément en contact de l'extérieur, mais de nous-mêmes ici à l'intérieur? La ministre de l'économie, que je salue, que je félicite en passant, qui avait pris un certain nombre de mesures pour éviter la spéculation de prix sur le marché. Mais ça, on l'avait fait, mais dans le futur, comment organiser un marché local ici? Quand on a besoin de masques, nous pouvons s'approvisionner. Quand on a besoin de respirateurs, nous pouvons en avoir localement. Comment encourager les marchés locaux? Et pour finir encore sur le plan économique, Monsieur le Président, c'est par rapport à notre capacité de provision en termes de devises. J'ai eu entendre que nous, normalement, dans une situation normale, nous avons une capacité de faire des importations pendant 3 semaines. Ça, c'est notre capacité en termes de provision de devises. Est-ce que nous avons toujours, cette capacité de devises de 3 semaines? Est-ce que nous sommes descendus à 1 semaine? Et comment votre gouvernement compte aborder cette question? J'ai dit, Monsieur le Président. Merci.